Docteur Bouet, vous allez m'en vouloir, je vais quand même reprendre ce terme de certification ou de non-recertification. Je vais vous poser une première question. Quelle autorité finalement est à même d'agir et comment sur les conséquences que la non-recertification pourrait entraîner? Je vais reprendre ce que j'ai dit il y a quelques instants, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas besoin d'inventer une autorité puisqu'elle existe. La seule chose, c'est qu'il faut que les moyens de l'échange et du partage soient donnés à cette autorité pour que tous les acteurs participent à ce mécanisme. Mais l'autorité, pour nous, elle est déjà inscrite dans la loi. Sans reprendre un strate supplémentaire. Pourquoi ? Vous savez, la France a le génie de la construction des choses complexes. Croyez-vous. Voilà. Alors on additionne, ça coûte très cher et finalement à un moment on se dit ça coûte trop cher, il faut tout arrêter. Non, non. Essayons de construire des choses non pas simples, mais des choses efficaces à partir de ce qui existe déjà. Il y a une université française, il y a des collèges de spécialité, des collèges nationaux professionnels, il y a un ordre des médecins, il y a des structures associatives, il y a des assureurs complémentaires, des assureurs solidaires, entre guillemets. Bon, tout ceci, ça existe, donc c'est pas la peine d'aller encore créer une autre construction avec une agence nationale de je ne sais pas quoi, présidée par quelqu'un de désigné à cette fonction. Non, c'est pas la peine. Mais ça existe. Est-ce que le Conseil national de l'ordre des médecins doit être le pilote ? Ah ben je le dis très clairement, oui. Mais le seul pilote ? Ah ben il n'y a pas 36 pilotes dans un avion. Nous disons très clairement, nous, qu'être le pilote, ça veut dire mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs les moyens d'effectuer une mission. Ça ne veut pas dire que l'ordre des médecins revendique l'expertise, ça ne veut pas dire que l'ordre des médecins... non, l'ordre des médecins dit nous sommes à même de pouvoir être le maître d'ouvrage d'un dispositif de cette nature, mais que, bien entendu, jamais l'ordre des médecins, et d'ailleurs il ne le fait pas aujourd'hui dans le cadre de l'insuffisance professionnelle ni de la qualification, l'ordre des médecins s'entoure des expertises professionnelles et prend des décisions après expertise professionnelle. Donc nous ne revendiquons pas, nous, d'être l'acteur, je dirais, de la technique, ô combien importante et majeure, et des référentiels à utiliser, et des éléments normés éventuels à utiliser. Par contre, nous sommes dans une situation où nous avons déjà construit le mécanisme de la qualification. Vous savez, en France, qualifier 284 000 médecins, c'était une très grosse opération. Qualifier aujourd'hui 2500 médecins à diplôme étranger, ce n'est pas une petite opération. Et tout ceci, c'est aujourd'hui l'Ordre des médecins qui le fait. Ce n'est pas une agence d'État, c'est l'Ordre des médecins. Claude Rambaud, comment réagissez-vous à ce que dit le docteur? Non, je pense que l'Ordre des médecins peut parfaitement être le pilote. S'assurer que les process sont bons, et l'enregistrement aussi, et l'alerte. C'est son rôle. Vous ne voyez pas un pilote supplémentaire, un copilote? Ah non, non, je ne vois pas le copilote. Après, qu'il y ait effectivement des sociétés savantes qui interviennent dans les process, c'est ce que vous avez dit de toute façon. Donc oui, bien sûr, il y aura d'autres acteurs, mais le pilote, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. Et la sécurité sociale, la médecine du travail, peuvent-elles agir en parallèle? Oui. Alors, la sécurité sociale, elle agit sur le plan des médecins qui sont conventionnés. Elle aussi, elle a une forme de régulation des médecins dits conventionnés. C'est-à-dire, s'ils ne respectent pas la convention, elle peut intervenir. Ou s'il y a des écarts trop grands qui sont observés, elle va les rencontrer. On parlait des antibiotiques tout à l'heure. L'assurance maladie a mis en place un système qui leur permet de savoir en nombre de boîtes prescrites, en nombre de boîtes, ce n'est pas par dose ni par spécialité, en nombre de boîtes d'antibiotiques prescrites. Surveiller les pratiques des médecins. Et si vraiment, disons qu'il y a un seuil moyen par région, parce que d'une région à l'autre, il n'y a pas les mêmes consommations. Et si on est au-delà du seuil... Il n'y a pas le même climat. Oui, on connaît des régions qui consomment beaucoup, mais vraiment beaucoup plus que d'autres. Il y a sans doute une raison. Et voilà, si par rapport au seuil, il y a un gros écart, un inspecteur de l'assurance maladie va voir son collègue libéral, par exemple, puisque l'assurance maladie, c'est en médecine de ville qu'elle va intervenir, et va dire qu'est-ce qui se passe, mais on n'est pas dans la sanction, elle va simplement regarder, observer. Donc c'est une forme quand même pédagogique d'amélioration des pratiques. Professeur Malberti, même question, sécurité sociale, médecine du travail, est-ce qu'il y a un lien? La réponse autour de la simplicité est tellement celle qu'il faut adopter. Donc on a déjà des dispositifs, on a déjà des institutions. Si on peut éviter d'en créer de nouvelles, c'est sûrement bien. Nicolas Combeau.
Oh, certainement. Et un pilotage par le Conseil national de l'ordre, moi, me semble totalement approprié. Et là, sur par exemple, j'évoquais là la sécurité sociale ou la médecine du travail, quel peut être leur rôle, comment peuvent-elles intervenir? Beaucoup d'acteurs peuvent détenir des informations. Alors, reste à savoir, je vais prêcher pour ma paroisse, si vous me le permettez. L'assureur de responsabilité professionnelle, il a évidemment connaissance d'éléments extrêmement importants. Les sinistres déclarés par ses assurés, par ses sociétaires. Les mises en cause de responsabilité qui, en général, témoignent tout de même, sinon d'une incompétence, tout du moins de problèmes soit relationnels, soit de problèmes techniques. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, chaque médecin qui déclare un sinistre, et loin s'en faut, est incompétent, heureusement. Comme je vous l'ai précisé, selon notre analyse, rares sont les praticiens incompétents. Mais évidemment, un praticien qui va cumuler le nombre de déclarations, un nombre significatif de déclarations de sinistres, là, évidemment, la question peut se poser. Est-ce que, spontanément, je vais me retourner vers le président Boué pour l'informer de tous ces éléments? Évidemment, non. Nous sommes aujourd'hui soumis au secret professionnel et notre rôle, c'est de défendre nos assurés. Et c'est ce que nous faisons au quotidien lorsqu'ils sont mis en cause par des patients et lorsque ils sont l'objet d'une procédure d'insuffisance professionnelle dont on parlait en tant qu'assureur de protection juridique. Là aussi, notre rôle, c'est de les défendre. Donc nous n'allons pas, bien entendu, dans ce contexte, signaler certains praticiens que nous assurons et qui auraient une sinistralité significative, ou tout du moins qui dépasse celle de la moyenne des praticiens que nous assurons. En revanche, si, comme l'évoque le président Boué, un cadre est créé qui incite et qui recommande et qui demande même à chaque acteur détenant des informations de collaborer à cet accompagnement des praticiens, bien entendu, nous participerons à cela. Et moi, je remarque que c'est tout à fait important que la démarche ne doit pas être une démarche de sanction. La démarche d'accompagnement, finalement, elle vise à trouver des solutions. Et en ce sens, l'assureur, comme d'autres structures, peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Claude Rambaud, je reviens vers vous. Reparlons du patient. Quel rôle peut-il jouer, le patient, dans cette certification ? Alors, le patient lui-même, dans la certification, il pourrait jouer un rôle s'il était, par exemple, interrogé. Dans la certification des établissements de santé, on a institué une nouvelle démarche dans la nouvelle itération qui s'appelle le patient traceur. Le patient est rencontré, le patient qui l'accepte évidemment, est rencontré par les experts visiteurs et donne son avis sur sa prise en charge, et ça va être corrélé au dossier et aux entretiens avec le professionnel. C'est un aspect assez intéressant. C'est sûrement plus difficile à mettre en place en ville, mais pourquoi pas. Oui, professeur Malberti. Parce que je rebondis sur cela, et on parlait d'international, le président Boué parlait de la Hollande. En Hollande, les cabinets sont recertifiés, en tout cas sous une forme de volontariat, les cabinets de médecine générale, ou les maisons de santé. Et parmi les items qui sont pris en compte, il y a des items qui touchent au fonctionnement du cabinet, comme la prise de rendez-vous, le délai qu'il faut avoir pour voir un médecin, etc. Mais il y a aussi les avis des patients. C'est-à-dire qu'il y a des tests avec les patients du cabinet pour avoir une idée du vécu des patients dans ce cabinet. Ce ne sont pas des enquêtes de satisfaction. Non. Ce ne sont pas des enquêtes de satisfaction au sens propre. Alors, en cas de non-recertification, quelles seraient les décisions possibles ? On l'a vu, hein, vous l'avez expliqué, docteur Boué, il ne s'agit pas de sanctionner, mais au contraire d'essayer de remettre le médecin sur le chemin. Mais si toutefois les décisions ne sont pas respectées, est-ce que là, il faut quand même envisager une sanction ? Vous savez, la déontologie est assez claire. Hein. Dès lors qu'il y a une injonction, il appartient au médecin de remplir les éléments qui sont contenus dans l'injonction. Je ne peux pas imaginer qu'un médecin à qui on propose un parcours qui va lui permettre de réacquérir le niveau de compétence exigé par sa spécialité,
que ce médecin se soustrairait volontairement à cette exigence. Déjà, nous, dans l'insuffisance professionnelle, nous prononçons aujourd'hui des décisions qui contraignent le médecin à suivre des parcours complémentaires de formation, que ce soit au sein de l'établissement, au sein de services, dans des conditions d'accompagnement particulières. C'est déjà une procédure que nous mettons en œuvre et qui permet, s'assurant que cette procédure a bien été respectée, vérifiant avec les collèges d'experts des commissions de qualification que les choses sont bien mises en œuvre, de dire, voilà, ce médecin a accompli le parcours qui lui était demandé et donc est autorisé à reprendre son activité. Il est bien entendu que le médecin qui, lui, n'accomplit pas ce qui lui a été demandé dans le cadre de l'insuffisance professionnelle, il ne reprend pas son activité. Alors je me fais l'avocat du diable, un médecin qui n'accepte pas l'accompagnement, qui n'accepte pas de cesser son activité, le conseil peut-il informer l'assureur? Comment procéder? Le conseil n'informera pas l'assureur, le conseil assumera sa responsabilité qui est de dire que ce médecin ne peut pas continuer d'exercer son activité. Nous n'informons qu'une fois que la décision est prise, c'est-à-dire que nous n'allons pas demander aux autres tiers intervenants de nous donner leur avis. Il y a des contraintes qui sont édictées par la juridiction, que ce soit les formations restreintes de l'ordre ou que ce soit la juridiction disciplinaire, qui contraignent un professionnel. Si ce professionnel ne remplit pas ses obligations, bien entendu, il va se retrouver dans une situation où il va être suspendu temporairement, définitivement, radié éventuellement, en fonction de la gravité de la situation. Et à ce moment-là, une fois que la décision est prise, bien entendu, l'ensemble des autres acteurs sont informés, mais ça, c'est la loi qui l'exige. Mais là encore, si vous voulez, vraiment, si nous voulons faire progresser cette idée, si nous voulons demain construire un mécanisme partagé entre les acteurs, nous devons vraiment avoir à l'esprit que tout ceci a pour volonté d'être sûr que nous avons des professionnels dont nous pouvons garantir la compétence qui en comprend plusieurs, comme nous l'avons vu depuis le début, et que s'ils sont en difficulté avec ces exigences, nous devons construire les mécanismes qui leur permettent parce qu'on ne peut pas se permettre dans une société comme la nôtre d'éliminer. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est il y a ceux qui sont dangereux, c'est une très petite part, mais ils sont dangereux. Ceux-là, les outils existent et il faut le faire. Et il faut améliorer nos procédures d'information qui nous permettent de le faire. Et puis il y a les médecins qui, pas très nombreux, mais qui existent et qui peuvent être en difficulté. Ceux-là, il faut les aider à se remettre en situation. Parce que vous savez, la vie d'un médecin, c'est la vie de tout individu. On peut avoir une carrière professionnelle très brillante et puis, à la suite d'un épisode personnel, d'un épisode pathologique, se retrouver dans une situation où, en quelques mois ou quelques années, on s'éloigne de cette compétence reconnue par tous, même au plus haut niveau, et que finalement, on est perdu et on se perd complètement. Si on se contente de dire celui-là, il faut l'écarter, et puis point à la ligne, on s'en occupe plus, quelle perte! Donc il faut au contraire prendre ce confrère et construire avec lui. Claude Rambaud, vous évoquiez tout à l'heure le silence qui peut exister entre différents confrères. Est-ce que justement, si ce silence était moins pesant, la recertification pourrait aussi peut-être être plus facile ? Oui, très certainement, mais le patient joue un rôle. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si quel rôle pourrait jouer le patient dans la recertification. On a évoqué déjà par analogie le patient traceur dans la certification des établissements de santé, voire des interviews, comme ils le font en Hollande, de patients en médecine de ville. Mais le patient joue déjà ce rôle parce qu'il adresse des plaintes au Conseil de l'ordre. Donc il peut déclencher, effectivement. Alors là, c'est ponctuel. On n'est pas dans une certification de routine. On est dans une évaluation ponctuelle parce qu'il s'est produit une situation qui a été signalée. Donc effectivement, les patients peuvent jouer un rôle, oui, bien sûr. Nicolas Rambaud, vous vouliez compléter ? Pardon. Oui, non, voilà, c'est très... Simplement, j'ai ajouté que la procédure devant l'ordre procède en fait du signalement. Et donc, différentes... il envoie une lettre, on appelle ça une plainte. Oui, une plainte. Oui, c'est-à-dire que voilà, le terme plainte vient un peu à l'encontre. Une plainte, voilà, c'est pas une plainte au sens du Conseil de l'ordre, voilà, devant le Conseil de l'ordre. Il faut prendre ça sous forme littérale. Une plainte, c'est quoi ? C'est l'expression d'une situation dans laquelle un patient estime avoir subi, entre guillemets, un préjudice X ou Y, peu importe. Donc ça prend le terme de plainte, ça pourrait s'appeler doléance, peu importe. C'est un signalement qui est fait à l'autorité régulatrice dans laquelle un patient dit « Attention, voilà, j'ai connu
ce problème, j'ai été pris en charge de cette façon, j'ai subi des difficultés, des agressions physiques, verbales, orales, j'ai été mal pris en charge. Voilà. Et tout ceci permet à l'institution de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires. Et c'est bien parce que nous devons travailler à cela. Vous savez, la loi dit aujourd'hui, quand l'assurance maladie est informée d'une contravention avec la déontologie, elle doit le signaler à l'ordre. Aujourd'hui, résultat, 0 flux. Pourtant, la loi le dit. La loi le dit de façon très claire. La loi dit les associations peuvent se substituer aux personnes en difficulté dès lors que celles-ci estiment avoir été victimes d'un problème en matière d'accès aux soins. C'est l'accès aux soins. Oui, mais je dis la loi a déjà prévu des situations dans lesquelles il y a des acteurs qui peuvent intervenir. Et pour l'instant, par manque, je dirais, de lisibilité entre nous, par manque d'intérêt partagé, aujourd'hui, nous ne les mettons pas en œuvre. Et la difficulté naît de cette absence de relation entre les acteurs et surtout de ce que, et vous l'avez fait vous-même dans votre film, il y a toujours le mot sanction. Voilà. Et que nous disons, la sanction, elle existe dans la dangerosité. L'obligation d'un organisme régulateur professionnel, c'est de remettre les professionnels dans le circuit du soin. C'est un objectif. Et que pour une partie d'entre eux, ça n'est pas possible. Pour une grande partie, c'est possible. Vous voulez réagir les uns les autres? Non, ça fait sens. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Moi, je rajouterai là-dessus, c'est que nous, effectivement, au lien, nous sommes bien placés pour vous faire des réclamations. D'abord, ça ne va pas chez vous, ça va au conseil départemental, et très peu de choses aboutissent. Donc, on y a renoncé. Voilà. Oui, l'importance. Donc, je rejoins quand je vous disais, il y a une certaine omerta, une certaine... Voilà. Bon, je vous enlèverai pas cette capacité de le dire. Je dis simplement que la loi est claire aujourd'hui, que dès lors qu'un ordre est saisi par une situation, s'il n'exécute pas la mission qui est la sienne, il n'exécute pas la mission de l'ordre. Et que, très objectivement, si nous avions un flux, nous pourrions effectivement améliorer notre action. Voilà. Bon, alors je prends note. Le message est passé. Allez-y, Nicolas. Si vous me permettez, moi je vois au contraire de nombreuses actions qui sont intentées. Alors, fort heureusement, parce que on l'a dit, il y a aussi le comportement et la relation qu'a le praticien avec ses malades. On voit que beaucoup d'affaires qui sont portées devant l'ordre vont se terminer au niveau de ce qu'on appelle l'audience de conciliation. Parce qu'elle est obligatoire, et là, c'est l'occasion de se parler. Et on voit que de cette façon, lorsque le dialogue qui a été rompu ou qui a été inexistant est rétabli, eh bien, beaucoup d'affaires s'arrêtent là. Et après, celles qui, au contraire, voient la plainte maintenue vont jusqu'au bout, bien entendu, et l'ordre est à ce moment-là juge par rapport à la déontologie, et nous voyons de très nombreuses affaires que nous avons encore une fois à défendre, mais encore une fois, au niveau de la relation, je pense que c'est extrêmement important, et qu'on aura de cesse de recommander à l'ensemble des praticiens de maintenir cette relation avec le patient. Je reviens vers les internautes, quelques questions qui sont arrivées sans doute pendant cette discussion. Alors, voyons voir comment les internautes qui suivent ce débat ont réagi à vos propos, avec une première question qui va apparaître. Qu'est-ce que la certification Est-ce que la certification pourrait être remise en jeu après une plainte? Pourrait-on perdre le droit d'exercer? On a plus ou moins répondu à la question. On a assez clairement dit les choses. Ça veut dire que globalement, dès lors qu'une plainte existe, l'ordre a pour mission de la concilier, a pour mission ensuite de la faire prospérer si effectivement elle doit l'être. Qu'il a à sa disposition différents outils, dont l'insuffisance professionnelle qui peuvent permettre d'agir. C'est pas l'impact qu'il peut y avoir sur la recertification qui est le plus important. C'est le fait qu'il existe des procédures qui peuvent
exclure temporairement ou définitivement un professionnel qui serait dit dangereux et qui peuvent accompagner un professionnel en difficulté. Et que l'objectif, c'est bien entendu de l'accompagner précocement pour que justement, dans le cadre de la recertification, il puisse rester au niveau, là encore, je le dis, exigé par sa spécialité. C'est-à-dire, ne nous trompons pas, nous nous basons de façon très claire sur le référentiel métier, sur le référentiel spécialité, sur ce qu'attend une spécialité, de l'exercice de cette spécialité ou de ce mode d'exercice, puisqu'il y a des exercices qui ne sont pas des spécialités, mais qui sont des situations d'exercice exclusif. Donc voilà, il n'y a pas à inventer de choses très compliquées, mais il y a à les lier entre elles pour leur donner un contenu, leur donner un objectif, et surtout pour répondre à une absolue nécessité d'une société moderne en matière d'organisation des soins, d'accès aux soins et de distribution des soins. Et pour tenter de répondre de façon exhaustive à l'internaute, de toute façon, oui, cela existe déjà. Le juge pénal, c'est rare, c'est même exceptionnel, mais le juge pénal a aujourd'hui la possibilité d'interdire d'exercer de façon provisoire ou définitive à un praticien d'exercer. Oui, c'est ce que disait le docteur Boué, c'est que voilà, les outils existent. Tous les outils, bien sûr. Tout parti. Tout à fait. La précision est importante. Oui, c'est-à-dire que le seul cas de pénal où nous avons été partie civile, le lien, est une erreur d'ablation de rein chez un bébé, le chirurgien se trompait de côté. Il ne l'a pas dit, enfin bon, c'était un peu compliqué l'affaire. Il a été interdit d'exercice la chirurgie, mais il a pu être médecin de DIM, par exemple, département informatique médicale. Ceci étant... Voilà, donc le juge peut dire vous n'exercerez pas cette discipline. Voilà, mais on pourrait peut-être interroger René Amalberti. Est-ce qu'un praticien qui va se tromper, parce que je crois qu'il y a le caractère reproductible de l'événement qui doit être pris en compte, est-ce qu'un praticien qui s'est trompé comme ça, de façon aussi catastrophique, en ôtant un rein sain, est-ce qu'il serait capable, dans sa carrière, de réitérer une telle erreur De le cacher, oui. Je ne suis pas Peut-être certain pas de que ce refaire serait l'erreur, possible de la réitérer. Et de le cacher, En oui. tout cas, ce n'est pas un événement dans la vie qui déclare de façon claire une incompétence. C'est un événement dans lequel il peut s'être produit plein de conditions qui font que l'événement est arrivé ce jour-là, sur un fond d'un médecin qui est particulièrement compétent. Donc ça ne suffit pas pour déclarer une incompétence. Et c'est parfois un témoin de cette incompétence, mais plutôt rarement quand il n'y a qu'un événement. C'est autre chose que... Ce que vous entendez, c'est ce qui est Moi, le plus grave finalement, c'est le fait de ne pas l'avoir déclaré. Ce qui se passe, Oui, comme la plupart des examens, des événements ne sont pas déclarés. Si on avait le portfolio, peut-être que si on pouvait suivre tout ce qui est la réalité de ce médecin, l'événement serait reconsidéré dans sa juste valeur. Une autre question. Que faire des alertes données par les patients sur les sites d'évaluation des médecins? Pourquoi souriez-vous, docteur Boué? C'est compliqué. Je pense que aujourd'hui, un médecin doit-il accepter d'être évalué par des acteurs extérieurs? Bon, on est dans une société où un certain nombre d'acteurs jugent nécessaire d'évaluer d'autres. Donc l'ordre des médecins dit on ne peut pas empêcher des personnes d'évaluer au regard de leurs attentes, et il faut que ça soit très clair dans le mécanisme d'évaluation. On n'est pas dans de l'évaluation scientifique, hein. On est dans de la réponse à des attentes individuelles. Est-ce qu'il faudrait lire de façon transversale tous les sites d'évaluation pour acquérir des convictions au niveau institutionnel? Je préfère travailler avec les acteurs, très objectivement. Oui, ça veut dire que ça n'apporte rien de concret, finalement. Voilà, hein, c'est très objectivement. Et si vous me permettez d'ajouter un point, nous voyons, nous, très régulièrement, alors peut-être des critiques fondées dans certains cas, mais d'un autre côté, nous voyons des appréciations qui sont franchement diffamatoires à l'encontre de certains praticiens et qui n'ont pas lieu d'être. Donc il faut savoir faire la part des choses, à mon avis. Une autre question des internautes qui nous suivent. Que se passe-t-il au niveau international? On a plus ou moins répondu. Donc il y a une situation qui est finalement
un petit peu comme en France, hein. Chacun cherche dans un dispositif qu'on imagine être nécessaire et dont les mises en route et pratiques nécessitent parfois de plusieurs essais. Donc nous, on a déjà un parcours, on va essayer des choses, on sait que d'autres pays ont déjà essayé ces choses-là, ont essayé des réglages. Je pense qu'il n'y a pas une solution qui soit parfaite aujourd'hui, parce que les dispositifs sont complexes, ils sont lourds, on a vu qu'ils sont chers, ils doivent être absectés, et je crois que tout ce qui a été dit sur l'accompagnement est vraiment central, hein. Ils doivent être absectés par la profession et avoir du sens. L'alchimie parfaite, aucun pays l'a trouvée. Mais tous les pays la cherchent par contre. Parce que c'est impossible finalement d'avoir un contrat citoyen sans avoir ce côté qui garantit que finalement les professionnels mis sur le marché de la médecine n'ont pas les compétences minimales. Donc je crois qu'on est tous au même point et on n'est pas en retard. Le temps qui nous est imparti est malheureusement compté. Si vous avez posé des questions, vous qui nous suivez, des questions auxquelles nos invités n'ont pas pu répondre, sachez qu'il y aura des réponses individuelles qui vous seront apportées dans la mesure du possible. On va se retrouver dans un instant pour quelques mots de conclusion. Je vais vous laisser à tous les quatre le temps de donner le mot de la fin. Je vais commencer avec vous, Claude Rambaud, par rapport à tout ce que nous avons dit, les échanges que nous avons eus, votre position. Je pense que, voilà, il faut, on le sent bien qu'on a besoin d'une modernisation du système. On sent bien qu'il faut faire quelque chose parce que vous avez cité tout à l'heure les sites où on commence à avoir des évaluations par les patients. Ça va sans doute prospérer parce que les nouveaux outils le permettent, parce qu'un clic sur son mobile et on fait partir l'information. Donc je pense qu'il faut prendre ça en main, il faut prendre cette demande en main, c'est très important. Mais je voudrais rajouter juste une chose, c'est que c'est très nécessaire. On a beaucoup parlé d'événements ponctuels, d'accidents ponctuels. Et René Malberti, à juste titre, disait oui, mais attention, il faut regarder toute la carrière, peut-être que c'est passé à un moment donné. Mais il y a autre chose dont on parle beaucoup moins, dont on a beaucoup moins parlé, sont tous les effets indésirables des traitements et des actes inutiles. Et ça peut être de la routine, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement avoir des pratiques chez un médecin qui sont complètement dépassées et qui font subir aux patients des effets indésirables en routine qui ne vont pas apporter immédiatement un effet néfaste qui se verra. Donc il est absolument nécessaire de rentrer aujourd'hui, je pense, dans cette évaluation des pratiques, y compris en médecine de ville, puisqu'on l'a déjà pour grande partie dans les établissements de santé. Professeur Malberti, un mot de conclusion. On est devant un défi, il y a un besoin. Cette idée de modernisation de l'approche, elle est explicite et présente dans tous les pays. Donc je crois qu'il faut faire quelque chose pour essayer de mieux prendre en compte et d'accompagner cette compétence. Et justement, une grosse partie de ce qui a été dit ce soir, c'est que l'accompagnement, c'est le mot-clé. Et si on arrive à s'améliorer sur cet accompagnement, peut-être on a eu des formes qui ont existé et qui existent toujours, le DPC en est une récente, on peut sans doute faire mieux. On peut sans doute faire mieux et accompagner de façon plus organisée. Et donc, c'est un défi, il faut le construire, mais c'est le bon moment. Nicolas Gombon, on a parlé d'échanges, de partenariats, d'accompagnement. Votre mot de conclusion par rapport à tout ce qui a été dit pendant cette heure et demie ? Je crois qu'on ne progresse que dans l'échange, voire dans la contradiction. Aujourd'hui, finalement, on n'a pas eu beaucoup de contradictions, puisque je remarque que nous avons cheminé de concert et que notre représentante des usagers ou des clients ou des malades, peu importe la terminologie employée, finalement, retient en très grande partie les propositions du Conseil national de l'ordre des médecins. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'assureur de responsabilité professionnelle que je suis sera toujours là pour participer au débat lorsqu'il s'agira de collaborer à la mise en place d'un système qui permettra une médecine plus sûre, parce que derrière, qu'est-ce que c'est ? C'est moins d'accidents, c'est moins de victimes, et ça, c'est profitable
pour l'ensemble, à la fois pour les malades, pour les professionnels de santé, et puis indirectement aussi pour leurs assureurs. Mais là, ça n'est pas notre propos aujourd'hui. Si cette réflexion de ce soir a permis d'apporter une pierre, encore une fois, à cet édifice, eh bien, je m'en réjouis. Docteur Boué, c'est à la fois aux médecins généralistes et au président du Conseil national de l'Ordre des médecins que je m'adresse. Un mot de conclusion. Écoutez, je crois qu'on peut dire que la France est à l'aube d'un immense défi. Ce défi, il est triple. Le premier, c'est de reconnaître la santé comme un immense producteur de richesses, individuelle et collective. Et que ce système producteur de richesses, il doit être protégé et il doit être stimulé au maximum de sa productivité. Et ce maximum de productivité, il repose sur la compétence des professionnels. Il repose sur la capacité du système de santé à apporter le meilleur soin au meilleur moment, dans les meilleures conditions et avec toutes les garanties de pertinence, d'efficience et de qualité nécessaires. Et qu'aujourd'hui, les professionnels de santé et les médecins doivent comprendre qu'il y a un enjeu majeur pour la profession qui est de garantir à l'acteur État, mais aussi aux patients, à l'usager, aux malades, on dira comme M. Gombault, le fait que la profession s'estime responsable de cette compétence. Et que si la profession ne prend pas totalement à bras-le-corps cette problématique de compétence, nous verrons se créer une agence de la compétence des professionnels. Et que nous aurons un coup de tampon sur une attestation. Et que nous pensons que la sécurité des patients, la richesse produite et la compétence des professionnels vaut mieux que ça. Merci beaucoup à tous les quatre pour la richesse de vos propos et de vos échanges. Et puis merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée.